Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup aux organisatrices et aux organisateurs de m'offrir cette opportunité de m'exprimer devant un public qui a envie de réfléchir aux questions de transition, disons-le comme cela, et puis je vais en reparler tout à l'heure. Donc, j'ai suivi les échanges depuis hier avec beaucoup d'intérêt, des présentations passionnantes, et j'espère donc apporter ma modeste contribution à nos réflexions et à nos cerveaux en ébullition. Je suis responsable de passer... donc, avant de débuter, moi, le rôle que je vais avoir, un peu ingrat, je dirais, c'est de vous parler des entreprises privées. Je dis ingrat parce que dans les milieux progressistes, on a tendance à avoir une certaine méfiance, je dirais légitime, à l'égard du secteur privé, en particulier des entreprises privées. Néanmoins, comme je vais tenter de l'expliquer, ce sont des acteurs avec lesquels il faut composer. Oups, non, je vais trop vite. Je reviens en arrière. Très bien. Alors, pour commencer, permettez-moi de dire quelques mots sur le contexte et le point de départ, parce que ça va revenir tout au long de ma présentation. L'objectif étant de toujours parler de l'existant, partir de l'existant pour réfléchir à ce qu'on peut faire à partir de là. Et donc pas seulement partir de ce qui serait souhaitable, ce qui serait désirable, mais des contraintes actuelles avec lesquelles on doit composer. Alors, le contexte aujourd'hui, moi je souscris à l'analyse de Nancy Fraser qui nous parle d'une crise générale, une crise avec ses versants économiques, politique. Ah oui, c'est vrai, il y a la traduction. La traduction, s'il vous plaît, merci. Merci. Donc, ces versants économiques, politiques, écologiques et aussi de la reproduction sociale ou ce qu'on appelle du care. Et donc, c'est une crise qui a cours depuis un certain temps, que les milieux progressistes notamment, sur lesquels les milieux progressistes alertent depuis longtemps, mais sans avoir nécessairement l'écho que l'on voudrait. Or, la pandémie qui a agi comme un révélateur de cette crise qui était déjà là, plus que latente, mais vraiment installée, cette pandémie nous a permis de voir non seulement à quel point cette crise était sérieuse, à quel point elle affecte de manière disproportionnée différentes catégories de population, de travailleurs, et surtout, et ça j'aime beaucoup ce qui a été évoqué ce matin, notamment par Guillaume Hébert et aussi par Geneviève Tellier, cette crise a ouvert la possibilité de nouvelles conversations, en apportant donc un éclairage sur des choses qui, jusqu'ici, étaient laissées à la périphérie. Alors, maintenant que nous avons cette possibilité peut-être plus grande d'amener de nouveaux sujets, de nouvelles possibilités, de nouvelles pistes d'action collective, l'issue souhaitable, je dirais, et à mon avis partagée par l'essentiel du public ici, c'est celle d'une transition. Et moi, je vais parler de transition sociale écologique. Et cette transition-là doit d'abord s'appuyer sur un récit mobilisateur. Un récit mobilisateur qui est fondé sur la justice sociale et de nouvelles solidarités. C'est également un récit qui doit être positif. J'ai eu un retour de son, mais je crois que ça va. Un récit positif au sens où il doit être constructif, donc nous permettre de nous projeter, d'envisager quelque chose, un avenir plus désirable. Il doit être également concret, donc appuyé sur des pistes de solutions concrètes et enfin solide, donc appuyé sur les connaissances et la science. Je voudrais simplement ajouter que cette transition-là, je pense que, comme je le disais, je pense qu'elle fait consensus dans nos milieux. Néanmoins, je pense qu'on n'en prend pas toujours la pleine mesure. Donc, il y a certaines présentations qui ont appuyé sur la question de la transition écologique, mais j'ai trouvé que parfois, elle était un petit peu prise pour acquis et pas suffisamment explicitée avec toutes ses conséquences. Par exemple, quand on parle de dépenses budgétaires, d'une relance qui s'appuie sur les dépenses gouvernementales, ça pose aussi la question de nos modes de production, de nos modes de consommation, de nos modes de comment dirais-je, de distribution, mais aussi de la façon dont on se défait de tout ce qu'on a produit. Alors maintenant, une fois qu'on a dit cela, on a posé le constat, le contexte. Quel est le rôle des entreprises privées ? Quel est le rôle des entreprises privées dans l'après-pandémie et plus précisément dans la transition ? D'abord, affirmer une chose, il me semble important d'affirmer une chose, c'est que qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, les entreprises privées font partie intégrante de notre paysage économique et surtout, elles sont au cœur de notre système économique actuel. Elles ont une part
colossal dans la production de biens et de services, dans l'emploi. Mondialement, ce sont les premiers employeurs. Et donc, il y a une conclusion importante à tirer de cela, c'est que peu importe ce qu'on pense de l'entreprise privée, elle a une contribution à apporter à la résolution des problèmes que nous considérons comme les plus urgents. De fait, elle a une lourde responsabilité déjà dans la crise écologique. Donc, je pense que ce n'est pas nécessaire d'en faire la démonstration, mais un chiffre quand même parlant, c'est que plus de la moitié des émissions de GES entre 1988 et 2016 est le fait des 100 plus grosses entreprises du secteur des énergies fossiles. Donc, ça donne une idée de l'empreinte écologique de ces organisations et de la nécessité de les mettre à contribution. Et de les mettre à contribution en appelant à leur responsabilité sociale. Avant de poursuivre sur la notion de responsabilité sociale, je voulais juste partager avec vous ce schéma qui, en fait, pour dire une chose, c'est que peu importe qu'on regarde, donc là, les plus gros émetteurs de pollution dans le monde, par pays, en fait, quand on regarde que ce soit l'électricité, le transport, la production industrielle, etc., les entreprises privées sont au premier plan de la production de toutes ces externalités. Et donc, ça réaffirme l'importance de les compter dans la recherche de solutions. Oh, décidément. Désolée, il faut que j'attende. Je suis trop pressée. Il me reste combien de temps? 8 minutes. Parfait. J'arrive juste pas à revenir en arrière. Voilà. Alors, revenons-en à la responsabilité sociale des entreprises qui, comme je le disais, est donc la façon, en tout cas le canal par lequel les entreprises peuvent contribuer aux problèmes que nous avons identifiés. Alors, c'est quoi la responsabilité sociale? Je ne me perdrai pas dans les débats interminables du monde académique sur ce que c'est, ce que ce n'est pas. De manière très simplifiée, c'est tout ce que les entreprises apportent comme contribution à la résolution de problèmes sociétaux qui vont au-delà donc des intérêts de ces entreprises d'un point de vue financier à court terme. Donc, évidemment, ça inclut un large éventail de pratiques de la part des entreprises, un large éventail de possibilités d'implication. Mais surtout, ce qui est important, et là je vais revenir dessus un peu plus tard dans ma présentation, c'est que dire que les entreprises peuvent avoir ou doivent avoir une contribution à la résolution de difficultés, de problèmes sociétaux, cela soulève des enjeux démocratiques. Quelle est la légitimité d'entreprises privées pour s'arroger le droit de trouver des solutions elles-mêmes à des problèmes sociétaux qui devraient faire l'objet de débats publics, de délibérations collectives et de choix d'intérêt public. Donc ça, c'est une vraie question. Et elle en amène donc d'autres plus concrètes. Que peut faire, quel est le type d'encadrement qu'il faut apporter à l'action des entreprises pour résoudre des problèmes sociétaux? Par qui? Notamment l'État et la société civile. Et je vous le disais, je vais y revenir un petit peu plus tard. Mais déjà, ce qui est important de comprendre, c'est que, donc, on a compris ce que c'est que une définition, on va dire, simplifiée, générale de ce qu'est la responsabilité sociale des entreprises. Qu'en est-il de ces limites telles qu'elle est pratiquée aujourd'hui? Elles sont nombreuses, les limites. D'abord parce que ce que la critique nous dit en général, c'est que la responsabilité sociale est conçue et mise en œuvre pour être pleinement compatible avec le système actuel, le système capitaliste. Donc elle ne remet pas en question ni les rapports de pouvoir, ni la distribution des richesses, ni le mode de fonctionnement, de production, d'accumulation de capital. Elle s'insère pleinement dans le système actuel. Et donc de ce fait, a priori, elle est incompatible avec un changement de système, donc avec une transition. Ça, c'est la première des difficultés. La seconde, qui est intimement liée, c'est que la responsabilité sociale, quand elle est entendue comme cela et pratiquée comme cela, même quand elle est impulsée par un désir de changement plutôt radical, elle se fond dans les pratiques business as usual et au fil du temps, même s'il y a des critiques qui proviennent de la société civile, ces critiques sont réappropriées dans une logique néolibérale qui permet aux entreprises de continuer leur fonctionnement comme avant. Et la troisième limite importante de la RSE, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, c'est qu'elle repose sur l'idée que c'est un engagement volontaire des entreprises, selon les limites qu'elles-mêmes se donnent,
sur des principes éthiques, et donc elle s'appuie sur les priorités que les entreprises déterminent elles-mêmes, pour elles-mêmes, et dont elles veulent bien partager les résultats. Alors, comment est-ce qu'on pourrait transformer cette responsabilité sociale pour qu'elle s'arrime à un projet de transition? Et quand je parle de transition, je parle d'un processus profond qui nécessiterait un ancrage dans nos institutions et dans nos pratiques. Donc, il y a un certain nombre de crises qui ont déjà été identifiées, notamment dont on a beaucoup traité depuis le début de ce colloque, qui gagneraient à recevoir des réponses aussi de la part des entreprises, commençant par la crise écologique, qui appellerait une responsabilité sociale ancrée dans une transformation des modes de production, tout simplement. Des façons de produire, des façons de transporter, de distribuer. Et donc, on parle de toutes les formes, de toutes les ramifications de cette transition écologique. Un deuxième volet, c'est la question de la lutte contre les inégalités, qu'elles soient des inégalités de revenus, mais également de patrimoine. De quelle façon la RSE pourrait y contribuer, notamment en protégeant l'emploi, en améliorant les conditions de travail, plutôt qu'en supprimant l'emploi à la première occasion, évidemment dans une logique actionnariale, et également en se soumettant pleinement aux exigences d'une justice fiscale. Donc, en arrêtant l'évitement et l'optimisation fiscale, ce serait une façon d'avoir une responsabilité sociale davantage ancrée dans une logique de transition. Une autre contribution, et là peut-être que ça va faire sourciller, c'est la contribution que peuvent avoir les entreprises vis-à-vis de la société civile locale. Et là encore, je veux réaffirmer que je parle de l'existant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État, depuis des décennies, l'État s'est dépouillé lui-même de ses ressources, de sa capacité d'action et de sa capacité de soutien, notamment financier, à la société civile. Aujourd'hui, il y a un transfert important de ressources et de richesses vers le secteur privé. Et je crois qu'aujourd'hui, les entreprises ont la responsabilité de soutenir la société civile, notamment la plus radicale, qui conteste les rapports de pouvoir, qui conteste l'état des relations dans la société, en s'attaquant, et donc une société civile qui s'attaque notamment aux systèmes d'oppression que sont le racisme, le sexisme, le colonialisme, etc., sans ingérence. Et finalement, la crise démocratique impliquerait que les entreprises contribuent, notamment à travers la divulgation de données, au secteur public sans pour autant interférer dans l'élaboration de politiques publiques. Je vais accélérer en essayant de ne pas accélérer le débit parce que c'est le défi, mais en gros, moi, la proposition que je fais avec des collègues, et nous ne sommes pas les seuls, de conception de la responsabilité sociale, c'est une responsabilité qui est à la fois contextualisée, donc ancrée dans des réalités concrètes, territoriales notamment, une responsabilité qui est partagée, donc qui doit faire l'objet de délibérations collectives, et enfin, une responsabilité sociale qui est objet de lutte de pouvoir. Donc il s'agit de le reconnaître en redonnant une pleine place notamment à l'État, dont aujourd'hui, en contexte de pandémie, nous avons été réhabitués à entendre et à prêter attention à la parole gouvernementale, y compris pour les entreprises. L'État s'est redonné une place centrale dans l'espace public. Comment est-ce qu'on peut capitaliser sur ce momentum pour réaffirmer l'importance de la parole gouvernementale sur la responsabilité des entreprises? Une parole que nous n'avons par exemple pas beaucoup entendue sur la responsabilité des entreprises pharmaceutiques. C'est un exemple. La société civile également. Je m'en inquiète quelque peu car je crois qu'elle est notamment épuisée suite au défi du contexte de la pandémie. Et donc, ça appelle à renouveler nos solidarités, notamment à l'échelle internationale. Chantier prioritaire, très, très rapidement, je ne vais pas en parler, mais notamment, j'en ai parlé, la justice fiscale, la question du partage de pouvoir au sein des entreprises. Je suis très impatiente de lire notamment la note de l'IRIS sur le sujet de la démocratisation de l'économie parce que ça touche directement à ces questions-là. Comment est-ce qu'on réorganise, on redistribue le pouvoir au sein des entreprises, ces acteurs aussi puissants? Et puis, peut-être, avant de présenter ma dernière diapo, dire brièvement que, d'une part, je crois qu'il faut préserver une certaine marge de manœuvre des entreprises, mais réaffirmer le rôle de l'État comme étant un acteur, un agent économique à part entière, pas juste de régulation, mais un acteur économique, et lui de redonner sa pleine marge de manœuvre. Et
pour terminer, c'est ma dernière diapo, promis, juré, craché. Je voulais simplement dire que je pense qu'il y a un consensus, ça je l'ai dit en début de présentation, autour de ce public, sur le fait que la seule issue raisonnable, souhaitable, ce soit la transition, certainement pas l'austérité et la relance. Voilà. Néanmoins, je pense qu'il est important de l'expliciter pour nous rappeler constamment à toutes les contraintes que cela impose, de penser transition et de changement de système et de penser un monde fini et limité. Et pour cela, nous devons malheureusement compter notamment sur les entreprises privées. Merci.